Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Charleroi est-il le symbole du déclin de la Wallonie ou le berceau de son renouveau? Thomas Dermine, bonjour, vous êtes bourgmestre de Charleroi. Bonjour, et je vous réponds tout de suite, c'est le berceau de son renouveau. Je suis Olivier Mouton, journaliste à Trends Tendance. Je suis avec mon collègue Baptiste Lambert. Bonjour, Baptiste. Bonjour Olivier. On est ici dans votre bureau, c'est le principe de ce podcast. Alors d'abord c'est un bâtiment classé UNESCO, je me trompe pas, qui est quand même assez prestigieux, imposant, qui illustre un peu ce riche passé de Charleroi. Deux choses dans votre bureau notamment. Il y a un peu des symboles ouvriers, j'allais dire, d'antan, une affiche sur le pays noir, un tableau qui illustre bien le côté laborieux de la région, et par ailleurs une espèce d'hôtel que vous avez installé avec plus des symboles d'avenir. Il y a un peu l'espace, il y a le club de football de Charleroi, il y a des symboles de la bande dessinée. On sait que c'est une ville qui est importante. Alors, vous avez dit Charleroi, c'est le symbole du futur. Mais comment on fait quand on est à la tête d'une ville où les moyens sont quand même compliqués à trouver pour la réveiller, cette belle endormie? Tout d'abord, donc c'est effectivement un magnifique bâtiment, qui est un bâtiment de 1936, donc qui date de l'entre-deux-guerres, avec une architecture typique des années 30, que j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à visiter, parce que c'est vraiment une pièce maîtresse de l'architecture en Wallonie. Quand on entre dans l'hôtel de ville de Charleroi par l'escalier d'honneur, il y a des éléments qui font penser à des entrées de gratte-ciel à New York, par exemple, qui datent de la même période. Non, honnêtement, une des statues est quasi une copie de la statue qui se trouve à l'entrée du Rockefeller Center à New York, par exemple. On nous tourne des films historiques, d'ailleurs, aussi. On nous tourne des films historiques, d'ailleurs, qui sont assez particuliers, puisque l'hôtel de ville est, dans certaines databases de scénographie de films, repris comme un idéal type d'architecture de Kommandantur nazi. Et donc, c'est toujours très délicat, mais on a parfois des tournages. Ça fait partie aussi de notre mission de service public de parler de cette mémoire et des dérives extrêmes de cette période. Mais donc, effectivement, c'est un défi de travailler dans un bâtiment comme ça, parce que comme il est classé, on peut pas vraiment toucher au bâtiment dans son enveloppe, et donc il a tendance à faire très chaud en été, très froid en hiver, parce que c'est compliqué de toucher à l'architecture du bâtiment. Et effectivement, c'est un bâtiment qui date de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire avant le déclin industriel qui date des années essentiellement à partir des années 50. Et donc, on voit effectivement à travers certaines fresques la glorification du passé industriel de Charleroi, le rôle du labeur et de la force ouvrière, qui est encore très présent dans l'imaginaire Carolo. Mais effectivement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'être fier de ce passé, et aussi qui explique notamment que la question multiculturelle se pose différemment à Charleroi, parce que Charleroi s'est construit par des vagues de migration flamande, puis italienne, puis turque, puis marocaine, et donc toutes ces questions qui se posent de multiculturalité se posent différemment à Charleroi, mais aussi de projeter radicalement cette ville. Ouais, réveiller la belle endormie, je le disais, sans beaucoup de moyens. Vous êtes sous plan oxygène, je crois. Donc, comment on fait? Sans beaucoup de moyens, mais en tissant des partenariats. Et par exemple, si je regarde en matière d'emploi, je le répète souvent, notamment lors de tournées en Flandre, mais si vous comparez par habitant le nombre d'emplois créés, Charleroi est la deuxième ville en Belgique à égalité avec Anvers. C'est-à-dire que si vous classez toutes les villes belges par ordre de quel est le nombre d'emplois, de postes de travail qui ont été créés par habitant, vous avez Gand qui est de loin la première ville en Belgique, et puis Charleroi et Anvers. Donc Charleroi est la première ville en Wallonie, et c'est quand même assez interpellant de se dire que Charleroi, par habitant, crée autant d'emplois que Anvers. Un développement très important, c'est aussi en matière d'étudiants du supérieur, une lacune historique qui est liée à l'histoire ouvrière et à l'histoire industrielle de Charleroi. Charleroi n'existait pas en tant que ville avant la révolution industrielle et qui n'a jamais eu d'université. Là, vous êtes passé à 10 000 étudiants. Et là, on est passé à 10 000 étudiants avec des plans très concrets de passer à 15 000 étudiants dans les prochaines années. Charleroi est la ville où la population étudiante croît le plus vite. Et ça, pour vous, c'est un game changer. C'est un game changer absolu, parce que tous les Carolos ou toutes les personnes qui connaissent Charleroi savent qu'un des enjeux, c'est que on a une forme de brain drain, donc d'exode des cerveaux, parce que tous les jeunes Carolos qui sortent de Réto
Typiquement, déjà, il y en a moins qui vont à l'UNIF, surtout dans les milieux, les premières générations qui vont à l'université. Le fait de ne pas avoir d'université dans la ville font qu'il y a moins ce réflexe sociologique d'aller vers l'enseignement supérieur. Et donc ça, on voit que depuis qu'on a recréé l'université dans la ville, on a, et surtout dans les classes sociales les plus défavorisées, un accès renforcé à l'enseignement supérieur. Okay. Et le deuxième enjeu qu'on a, c'est que les jeunes qui vont à l'université, ils vont à Namur, ils vont à Bruxelles, ils vont à Liège, c'est très bien. Mais, et on le sait tous, c'est à l'UNIF qu'on se fait ses copains, c'est à l'UNIF qu'on rencontre son employeur, qu'on rencontre sa femme. Et donc, on ne revient pas à Charleroi. Ouais, d'accord. Et donc, le fait d'avoir une université dans la ville change véritablement ça. Alors, vous vous attelez depuis un certain temps à redynamiser le centre de Charleroi, hein, depuis plusieurs législatures avec Paul Magnette avant vous. En même temps, vous venez de consacrer un conseil communal au thème de la sécurité. C'est pas sûr, Charleroi, la nuit On a des enjeux de sécurité comme dans toutes les autres villes. Et je serais pas honnête vis-à-vis des citoyens si on masquait une réalité. Il y a des enjeux dans tous les centres-villes aujourd'hui de Belgique d'insécurité. Il y a des phénomènes qui sont endigués. Par exemple, on n'en parle jamais, mais les vols à domicile, les vols de voitures, les vols avec violence sont en baisse drastique, et ce pas qu'à Charleroi, mais il y a des phénomènes nouveaux, et notamment singulièrement des phénomènes liés au trafic de drogue qui existent. Le fait que la Belgique, effectivement, est devenue une plaque tournante pour la drogue, et singulièrement la cocaïne. On estime qu'il y a 60% de la cocaïne qui transite par le port d'Anvers, avec des plaques d'échange, par exemple, entre la France et la Belgique dans le Hainaut, entre la Belgique et les Pays-Bas dans le Limbourg et à Liège. Et ça pose des vrais problèmes d'insécurité dans les villes. Et donc pour ça, on a des leviers au niveau de la ville de Charleroi, mais on a aussi beaucoup de coordination vers le fédéral. Avec le fédéral, effectivement. Et le port d'Anvers. Alors, Rive Gauche est un succès commercial indéniable, 7 millions de visiteurs en 2024, mais vous avez parlé quand même d'échecs flagrants pour la ville. Comment expliquer ça ? Il y a un pari qui a été fait à Charleroi il y a une dizaine d'années qui, je pense, était le bon. Et de se dire, il y a une tendance vers des grands centres commerciaux. Mais bon, c'est pas neuf, c'est lié à American Way of Life depuis les années 80. Le pari qui a été fait à Charleroi, de se dire, tiens, mais contrairement à d'autres villes où on a localisé les grands centres commerciaux en dehors de la ville, à Charleroi, on ne peut pas aller contre cette tendance des centres commerciaux, mais on va le localiser dans le centre-ville. Et ça, c'était un pari, parce qu'imaginez qu'on allait recréer un grand centre commercial avec un flux. Aujourd'hui, il y a près de 8 millions de chalands qui passent annuellement dans ce centre commercial. C'est le 4e plus grand centre commercial en Belgique. C'était un pari qui a été réussi. Donc, on a réussi à recréer un flux dans le centre-ville. Mais les gens ne restent pas. L'échec, effectivement, c'est que le business model d'un centre commercial, c'est que vous rentrez dans le bocal et puis au plus vous restez et vous tournez dans le centre commercial, au plus le centre commercial est profitable parce que ça fait du passage. L'incitant du centre commercial n'est pas à faire sortir les gens dans le centre-ville. Et donc là, c'est pour ça qu'on travaille avec différents opérateurs culturels, commerciaux, d'attractivité urbaine, d'animation, mais aussi de sécurité, pour augmenter véritablement la porosité. Faire en sorte que, quelque part, les gens qui viennent au centre commercial aient de plus en plus de raisons de sortir dans la ville et dans les rues avoisinantes. C'est un vrai défi, mais quelque part, c'est plus facile que les villes qui ont le flux de visiteurs en dehors du centre-ville. Nous, on a le flux qui est déjà captif en ville, maintenant on doit le faire sortir, et on a un plan d'action très concret pour le faire. Et Rive Gauche est à vendre maintenant, on est d'accord? Il est effectivement, donc il a été développé par un premier promoteur qui est un promoteur anversois. Il a été vendu à un opérateur immobilier américain qui aujourd'hui estime, et c'est plutôt une bonne nouvelle en tout cas dans sa législation, que le taux d'occupation est très bon, que le flux est bon, et donc que dans la mais que la rentabilité n'est pas suffisante. Non, je veux dire, ça dépend de l'opérateur américain, mais en tout cas dans le rationnel qui est le sien, c'est qu'il vend ses actifs qui sont à maturité, parce que typiquement c'est un fonds avec un retour sur... Ils sortent de leurs actifs commerciaux entre 5 et 10 ans. Ici, ça fait 7 ans qu'ils sont rentrés, et donc c'est un actif qui a maturité. Est-ce que la clé, c'est d'attirer des investisseurs? Il y a beaucoup de potentiel à Charleroi, il y a des volontés de recréer des pôles de ville importants, et en même temps, on sait que c'est compliqué d'attirer des investisseurs, de les fidéliser, de les situer partout aussi dans le territoire. C'est ça l'enjeu? C'est l'enjeu, et c'est un flux qui est déjà bien en cours. Sur le territoire de Charleroi, on a plus de 3 milliards. Si je fais un peu la totale de tous les projets immobiliers résidentiels, immobilier commercial et immobilier industriel, près de 3 milliards de projets, ce qui est conséquent. Avec, je pense, 2 tendances importantes. La première tendance, c'est que on a longtemps considéré qu'à Charleroi, on avait des friches et des chômeurs, et que c'était un problème. Aujourd'hui, dans le positionnement de Charleroi, je dis, que avoir des friches et des chômeurs, c'est un avantage. Parce que c'est, quelque part, avoir du foncier disponible là où il y a une telle densité partout, et notamment en Flandre, qui fait qu'il n'y a plus 1 mètre carré disponible, et du talent qui est disponible. Et ça percole.
Ça percole sur 2 types de cibles. Un, des opérateurs industriels et logistiques qui, en fait, trouvent ici des terrains d'un seul tenant de plusieurs hectares, voire quelques dizaines d'hectares, qui ne sont plus nulle part accessibles en Europe de l'Ouest. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est beaucoup des promoteurs flamands. Et je le dis toujours, hein, Charleroi ou Vlamingen thuis zijn. Hein. Donc je mets un On disait point... ça de Dilbeek, mais dans un autre sens avant. Hein. Ouais, mais je mets un point d'honneur, et Dilbeek le dit toujours aujourd'hui d'ailleurs, et ça revient dans la presse pour le moment. Et je mets un point d'honneur à accueillir tous les investisseurs flamands en néerlandais à l'hôtel de ville. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que nos terrains logistiques, nos terrains industriels, très souvent, quand ils sont marketés sur le marché international, sont marketés comme Antwerp South. Parce que, en fait, nous, on a un prisme très communautaire en Belgique, mais Charleroi, quand on prend une lunette européenne, c'est le sud d'Anvers. Et moi, je suis... C'est déjà Bruxelles South, C'est par Bruxelles ailleurs. South, mais parce que d'un point de vue de l'optimum logistique, quand le port d'Anvers est complètement congestionné, quand c'est impossible de faire circuler un camion entre Bruxelles et Anvers, en fait, être sur la dorsale wallonne, qui est le point optimal entre Dunkerque et Rotterdam, vous êtes Anvers Sud. Deuxième segment qui marche très bien, c'est l'investissement résidentiel. On a encore dans notre tissu urbain des poches qui sont soit des anciens sites industriels, soit des anciens terris, soit des zones qui n'ont jamais été urbanisées. Et donc, on a un potentiel pour créer des nouveaux quartiers qui est très important. Et pour revenir au immobilier commercial, sur le site de Caterpillar, je pense qu'il y a plusieurs dossiers qui devaient être en voie de finalisation là au mois de septembre. Est-ce qu'il y a du neuf de ce côté-là, au niveau de la logistique, notamment de tous les acteurs flamands de la Donc, logistique? il y a eu un processus qui a été organisé avec plusieurs opérateurs, un processus compétitif qui arrive effectivement à sa conclusion ici dans les prochaines semaines. Il y a 5 logisticiens qui répondent exactement aux caractéristiques que j'ai évoquées avant, donc essentiellement des logisticiens originaires de Flandre et qui sont plutôt actifs d'habitude autour du port d'Anvers, autour du port de Gand, et qui voient dans le développement de la Wallonie et singulièrement de Charleroi un potentiel important. Et ça se décide là maintenant ou... Ça devrait être décidé dans les prochaines semaines. Je pense qu'il y a une due diligence financière qui est en train de se terminer. Thomas termine, il y a beaucoup de clichés à l'égard de Charleroi qu'on véhicule culturellement dans les médias en Flandre parfois. Vous avez dit combien vous vous battez pour aller à l'encontre de ceux-ci. Je regardais les statistiques de Stadbel, notamment en taux d'emploi, hein, notamment le MR vous attaque souvent là-dessus en disant dans le Hainaut et dans les grandes villes c'est un vrai problème. En avril 2025, si je me trompe pas, c'était 63,6%. C'est un des moins bons des grandes villes. Est-ce que c'est un enjeu au-delà de la caricature sur lequel il faut absolument agir? Non, vous avez 100% raison. C'est la base du travail qu'on doit faire sur le taux d'emploi. Après, je pense, et je suis désolé d'être un peu technique, mais le taux d'emploi, il faut le mesurer à l'échelle d'un bassin de vie. Parce que à Charleroi, la création d'emplois, elle est excellente. Je vous le disais, 2e ville en Belgique en termes de nombre d'emplois qui se développent. On a des projets avec des entrepreneurs existants, des nouvelles entreprises qui arrivent et qu'on Mais ça ne bénéficie pas au Carolo alors. Mais le problème, c'est que ça bénéficie pas au Carolo. Ça bénéficie, et c'est tout l'enjeu, c'est qu'avant on avait des emplois dans l'industrie lourde qui étaient occupés par des travailleurs qui n'avaient peu de diplômes de l'enseignement supérieur et qui habitaient la région. Aujourd'hui, on a des emplois qui se créent avec des travailleurs qui sont plutôt plus diplômés et surtout qui habitent soit au mieux la périphérie verte de Charleroi, parce qu'on l'oublie souvent, mais au sud de Charleroi, on a des communes qui ont des taux de PIB par habitant ou de revenus qui sont comparables au Brabant wallon, où il y a un taux d'emploi qui est très élevé, parce qu'ils travaillent tous, mais ils travaillent à Charleroi, alors qu'il n'y a pas d'emploi. Et ça, quelque part, c'est pour ça que le taux d'emploi, le calculer à l'échelle d'une petite unité qui est la ville, ça n'a pas de sens. On va le calculer à son échelle de son bassin de vie. Et c'est tout, finalement, la question des villes en Wallonie. C'est de se dire qu'aujourd'hui, les villes, elles concentrent les emplois, mais elles concentrent aussi les externalités négatives des emplois. Parce que personne n'a envie d'aller habiter à côté d'une usine et préfère aller habiter dans la périphérie. Et c'est ça tout l'enjeu aujourd'hui. C'est quelque part qu'on met les villes sous pression, très très forte d'un point de vue financier. Et je dis pas du tout qu'on ne doit pas faire des efforts à Charleroi et s'évertuer à avoir la meilleure gouvernance possible et la plus grande efficacité de la dépense publique. Mais quelque part, les travailleurs, et singulièrement les travailleurs les plus riches, ils habitent dans la périphérie, ils payent leurs taxes dans la périphérie, où ils ont une meilleure qualité de vie. Et c'est ça tout l'enjeu, c'est de trouver un équilibre, et c'est vrai à Charleroi, mais c'est vrai aussi à Bruxelles, c'est vrai à Liège, entre les villes et leur périphérie. Ceci dit, vous devez être favorable alors à une mesure comme la limitation dans le temps de l'allocation de chômage, et le processus qui l'accompagne, hein, c'est-à-dire des formations, des accompagnements de chômeurs, etc. C'est quand même une manière de remettre le pied à l'étrier pour un certain nombre de travailleurs potentiels, non ?
Je pense que je trouve que le débat sur ces questions-là est beaucoup trop simpliste. La fin des allocations de chômage, tout comme la flexibilisation de permettre des flexi-jobs, etc., n'est pas une mesure qui en soi est bonne ou mauvaise. Elle est bonne ou mauvaise en fonction de la réalité du marché du travail. Dans une économie comme la Flandre, qui est à un taux de chômage de 4% frictionnel, qui est en plein emploi, évidemment, votre enjeu, c'est d'avoir plus de force de travail. Oui, la flexibilité, là, elle est bonne. Comment vous faites? Exactement, vous permettez aux gens de travailler plus longtemps, de travailler en flexi-job. Mais par contre, les chômeurs, ils sont nombreux en Wallonie. Mais dans une économie comme la Wallonie, le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est que vous avez un nombre d'opportunités d'emploi qui est limité, et donc en prenant des mesures de flexibilisation, en permettant aux étudiants de travailler, en permettant aux personnes âgées de travailler plus longtemps, en fait, quelque part, vous organisez une concurrence interne pour des offres d'emploi qui ne sont pas suffisantes. J'avais une discussion avec des patrons du secteur du retail, donc des supermarchés. Ils me disaient, en fait, les mesures de flexibilisation, elles vont avoir un effet négatif sur le taux d'emploi. C'est-à-dire que nous, et ils me le disaient avec une forme d'honnêteté que j'appréciais beaucoup, ils me disaient, nous, entre faire travailler un étudiant ou faire travailler un flic ou un travailleur du secteur public en flexi-job, parce que maintenant ils peuvent jusqu'à 2 jours par semaine, qui est plus employable, plus qualifié, peut-être moins cher parce qu'il a un régime spécifique, et employer un chômeur de longue durée où on sait que ça risque d'être plus compliqué, qu'il est peut-être moins formé, etc. Ben maintenant, à Charleroi, on va faire travailler plus des étudiants et plus des gens en flexi-job, mais on va pas nécessairement aller chercher les chômeurs de longue durée. Et donc, c'est ce que je dis, c'est que c'est pas des mesures qui sont bonnes ou mauvaises en soi, c'est des mesures qui dépendent du marché du travail. Et en Wallonie, en Belgique, on a 2 marchés du travail différents. Et il y a 5 ans, Bart de Wever disait, en fait, il faudrait prendre des mesures asymétriques. Parce que la flexibilisation, elle est bonne pour la Flandre. Oui, ça, vous êtes plutôt d'accord avec ça. Et ça, je suis plutôt d'accord. Mais en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, et c'est révélateur de ce qui se passe au niveau fédéral, c'est qu'en fait, on prend des mesures qui sont bonnes pour la Flandre en s'en foutant des conséquences pour la Wallonie. Mais je n'ai pas peur de le dire que des mesures de flexibilisation vont avoir un impact négatif sur le taux d'emploi en Wallonie. Dernière chose par rapport à ça, est-ce que vous craignez des cohortes de chômeurs de longue durée à la porte du CPS à Charleroi? Oui, enfin, je veux dire, mécaniquement, on sait qu'aujourd'hui, on a environ 9-10 000 demandeurs de revenus d'intégration sociale au CPAS, qu'on va avoir une augmentation de 30%. Et je vais vous dire ce que je crains le plus, c'est que ça va renforcer les inégalités territoriales. C'est-à-dire que toutes les communes vont être impactées. Mais quand vous avez des petits CPAS, de petites communes qui ont l'habitude de traiter quelques dizaines de cas au CPAS, ils vont très vite être submergés. Et qu'est-ce qu'on va voir? Et on l'observe déjà aujourd'hui, c'est une espèce de tentation de certaines communes de chasser les indigents vers les grandes villes. On le voit déjà aujourd'hui, hein. Je veux dire, on a, par exemple, sur les sans-abri, on sait que c'est une question très très importante, on a des transferts organisés de sans-abri, de certaines communes du Brabant wallon qui disent allez au CPS de Charleroi, vous serez bien accueillis. Certaines grandes villes ferment leurs abris de nuit, ferment leurs infrastructures sociales en mettant les numéros de téléphone du CPS de Charleroi et du CPS de Liège. Et donc, moi, je le dis ouvertement, je crois dans la mixité sociale, et je crois aussi que dans chaque société, dans chaque pays, la charge de la pauvreté doit être répartie de façon équitable, et c'est pas aux grandes villes d'être les réceptacles de toute la misère du monde. On va partir au niveau wallon, hein. Donc on sent dans votre discours la volonté de changer les choses à Charleroi, mais que ça prend visiblement du temps. C'est un refrain qu'on entend pas mal aussi au niveau de la majorité MR engagée, mais selon vous, vous l'avez déjà dit plusieurs fois, il y a un manque de vision économique notamment de cette majorité MR engagée en Wallonie. Mais ça prend du temps, oui et non. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le secteur privé. J'ai travaillé aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Je suis revenu en 2017 en disant, tiens, mais c'est possible d'inverser la courbe de création d'emplois à Charleroi. 6 ans après, Charleroi est la 2e ville en termes de création d'emplois par habitant. Et on a un flux de capex industriel qui est honnêtement inimaginable par rapport à la situation il y a 6 ans. Donc je pense que c'est pas juste une question de discours, c'est surtout une question de quels sont les moyens qu'on met en œuvre et comment on construit les équipes, le leadership et les dynamiques humaines pour exécuter. Et souvent, c'est ce que j'observe aujourd'hui, c'est que typiquement quand vous regardez le gouvernement wallon, il y a des intentions qui sont pas mauvaises, mais derrière, quelle est la séquence opérationnelle pour mettre en œuvre la vision? Et c'est beaucoup ce que j'entends dans les milieux patronaux qui disent, bon, ben, nous on est d'accord, mais au-delà des slogans, la Wallonie n'est pas un Mr Cash, au-delà de la slogan de il faut un opérateur unique de formation, how the hell do you do it? Est-ce que vous avez une vue
opérationnel, un plan de concertation avec les syndicats, comment le faire pour ne pas casser la machine complètement d'un point de vue opérationnel sans s'aliéner toutes les couches de travailleurs qui doivent être alignées sur votre vision du changement. C'est ça le leadership. Le leadership, c'est pas de faire des petites phrases dans la presse et de dire voilà où on va et puis on se retourne et on est tout seul. Et laisse de côté, Olivier, ces grandes villes. Enfin, ces deux jambes, ces jambes en tout cas. Mais je pense que la Wallonie doit avoir plus d'ambition que d'être au sud la banlieue de Bruxelles et au nord la banlieue de Bruxelles et au sud la banlieue de Luxembourg. La Wallonie, 65% de sa population, elle est sur son axe province du Hainaut, province de Liège, et c'est là que le potentiel économique et le potentiel urbain est situé. Et donc oui, effectivement, il n'y a pas de région qui parvient à se redévelopper sans ville forte. Et donc faire l'impasse sur les centres-villes en les asphyxiant serait un très mauvais calcul. Oui, c'est ça. Et en même temps, il y a beaucoup de ministres qui sont issus de la périphérie des grandes villes. Hein. Donc Adrien Dolimon, pour pas le citer. Mais donc il y a aussi peut-être ce manque de vision des grandes villes, de l'importance des grandes villes dans le dynamisme wallon et dans la relance économique. Je disais parfois, entre guillemets, il n'y a pas de banlieue florissante sans ville florissante. Et donc avoir une image de la Wallonie, que la Wallonie peut être une joyeuse région de villas 4 façades, c'est une vision qui ne marchera pas. D'accord. Au niveau de l'Arizona, chaque niveau de pouvoir est en plein conclave budgétaire. Hein. Les socialistes dénoncent à la fois l'austérité de certaines mesures au fédéral, mais taclent aussi ces niveaux de pouvoir, et dont le fédéral, qui n'arrivent pas à boucler leur budget. Hein. Les socialistes disent qu'ils ont été sérieux par le passé aussi au niveau budgétaire. Mais est-ce que c'est pas un peu paradoxal de à la fois critiquer le fait qu'on fasse de l'austérité, mais qu'en même temps ils ne savent pas respecter un budget? 2 axes de réponse. Un, c'est que je pense qu'aujourd'hui il y a une mascarade. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire que il y avait 50 ans de mauvaise gestion socialiste et que maintenant on allait voir ce qu'on allait voir. Vous allez voir les comptes publics, ça va aller. Aujourd'hui, honnêtement, et chapeau Monsieur De Wever, parce que il a mis tout le monde d'accord. Il n'y a pas un économiste un peu sérieux, le Bureau du Plan, la Banque nationale, qui vous dit que le budget n'est pas cata et va vers encore plus de catastrophes. Et ça montre quelque part la mascarade qu'il y a eu, parce que je pense que les citoyens ont voté pour un changement. Et ils ont réussi à construire un narratif autour de, effectivement, le changement passe par les socialistes qui sont pas capables de tenir un budget, mais on voit que c'est vraiment pas le cas. Si je vous réponds de façon plus détachée de la question, je pense que dans l'histoire, il y a 3 façons de diminuer le ratio de dette sur PIB. Le premier, c'est l'inflation, qui aujourd'hui est stabilisé et n'est plus un levier dans les mains des politiques. C'est un choix qu'a fait l'Europe de remettre sa politique monétaire aux mains de la Banque Centrale Européenne pour des bonnes et des mauvaises raisons, mais on ne peut pas agir là-dessus. Deuxième moyen, c'est la croissance. Et troisième moyen, c'est la guerre. Quand vous regardez dans l'histoire, il n'y a jamais eu un pays ou un continent qui a été capable de façon soutenue de diminuer son stock de dette sur PIB autrement que par l'inflation, la guerre ou la croissance. Et donc faire croire que parce qu'on va quelque part, faire des économies majeures sur le fonctionnement de l'État ou sur la sécurité sociale, on va abaisser le stock de dette sur PIB, c'est de la foutaise totale d'un point de vue académique. En même temps, la clé que eux mettent en avant, c'est aussi le retour de la croissance, qui est famélique pour le moment, mais qui nécessite des réformes. Qui est famélique pourquoi, Monsieur Mouton? Et d'ailleurs, je trouvais qu'il y avait un interview du nouveau patron du VOCA qui était exemplatif de ça, qui disait « Merci pour les réformes, maintenant la croissance ». Mais personne ne s'interroge jamais sur le fait que, quelque part, les réformes tuent la croissance. Parce que la croissance en Belgique... C'est pas une politique de l'offre. Et c'est le cas depuis toujours. La croissance en Belgique, même dans une petite économie ouverte, elle est surtout et avant tout drivée par la consommation interne. Oui, or, quand on fait... En même temps, tient-on un pays par des dépenses publiques et par le poids du secteur public? Ça a quand même été ce qu'on a beaucoup reproché à la Wallonie et au PS, quand même. Par aussi la consommation des ménages. C'est-à-dire que quand les classes populaires, elles ont un grand avantage. C'est que leurs revenus, elles le consomment. Et donc, elles font tourner l'économie locale. Et donc, quand vous retirez 20 € à un pensionné, quand vous retirez potentiellement quelques dizaines d'euros à des milliers de familles en Wallonie sur les allocations familiales, c'est de l'argent. Quand vous coupez dans les primes à la rénovation et qu'on voit les impacts sur le marché de la construction qui est super intensif en travail, en fait, vous coupez la consommation interne. C'est des gens qui n'iront pas au resto, c'est des gens qui vont retarder des travaux dans leur maison, c'est des gens qui vont un petit peu moins consommer, etc. Et donc, le moteur de la croissance en Belgique, même si la Belgique est une des économies les plus ouvertes au monde, c'est ça qui est intéressant, c'est la croissance, c'est la demande interne. Pour ça, il faut créer de l'emploi.
Mais c'est l'inverse. C'est la consommation qui va créer de l'emploi. C'est les gens qui vont se dire je vais rénover ma maison et qui vont créer de l'emploi dans des trucs. Et on a une vision, et c'est un peu, il y a de plus en plus d'économistes internationaux qui réfléchissent comme ça. On a une vision qui est drivée par la compétitivité et on lie ça à l'industrie. Mais en fait, l'industrie, il faut réindustrialiser la Belgique. 100% d'accord. Mais il faut le faire pas nécessairement pour l'emploi. Il faut le faire pour des raisons de transition. Parce qu'en fait, je préfère qu'on produise de l'acier ou du verre avec nos normes environnementales que de le faire en Chine ou dans des pays qui émettent 10 fois plus de CO2 par tonne produite. Il faut le faire pour des raisons stratégiques, pour avoir la maîtrise sur nos supply chains. Mais l'emploi, en fait, l'industrie recrée relativement peu d'emplois. Je regarde 2 grands dossiers de création industrielle en Wallonie ces dernières années. Dans le secteur aéronautique, on a recréé on a répatrié certains investissements, notamment des usines à Marchin de Safran. C'est des investissements en centaines de millions pour quelques dizaines d'emplois. Et donc, quelque part, avoir un prisme focalisé sur l'emploi, non seulement nous mène à des choix suboptimaux, où on fractionne la chaîne de valeur au niveau européen, mais en plus, quelque part, nous détourne de la vraie question aujourd'hui, qui est comment je recrée de la demande interne et de la croissance en Belgique. Est-ce que ça fait partie du chantier du renouveau du PS? Parce que c'est vrai que le PS, a sous-performé, on peut le dire, même si a limité la casse aux élections de juin 2024. Il y a maintenant un grand chantier de réflexion au sein du parti. Vous-même, vous êtes une des 3 personnalités, avec 3 bourgmestres d'ailleurs, avec Nicolas Martin et Deborah Girardon, pour s'occuper de renouer le contact avec les secteurs économiques, les entreprises, etc. Ça veut dire ce que vous dites là, c'est un enjeu majeur pour le parti aussi. Peut-être aussi après que Paul Magnette est quand même parfois un peu rué dans les brancards et agressé le patronat, on peut le dire, non? Mais je pense qu'il y a effectivement un enjeu qui est un enjeu de débunker certains lieux communs, que ce soit en matière budgétaire. Effectivement, moi je connais beaucoup de personnes dans le milieu patronal qui se sont dit nous on a voté pour qui étaient proches des milieux socialistes et qui se sont dit nous on s'est un peu détourné parce qu'effectivement on a cette image que le PS n'est pas un parti de la bonne gestion, ce qui est faux dans les faits. Et parce que Paul Magnette a tenu des propos assez durs sur le patronat qui était la source de souffrance au travail. Oui, il y a eu quand même des propos je suis d'accord sur l'e-commerce qui n'a pas sa place en Belgique. Enfin, c'était quand même il y a peut-être eu effectivement des dérapages de communication sur certains milieux qu'il faut absolument corriger. Et je pense que c'est surtout aussi différencier, c'est-à-dire que différencier un propos qui est de dire effectivement aujourd'hui il y a une vraie question sur certains monopoles numériques ou dans l'e-commerce qui pose des questions de justice fiscale, qui pose des questions de normes de travail, qui pose des questions de ce qu'on ne doit pas contrôler nos frontières pour empêcher Scheim et Temu d'inonder nos marchés, de la question sur le petit patron indépendant qui est notre cœur de cible et qui aujourd'hui se sent presque violé dans ses intérêts parce que en fait il s'est pas rendu compte que quand on coupe des primes à la rénovation, en fait on coupe son chiffre d'affaires, que quand les ménages ont moins de revenus disponibles pour consommer ou pour faire des travaux de rénovation, ils vont moins les faire. Et donc nous c'est vraiment, on va pas abandonner certains fondamentaux qui est de dire que naturellement le système capitaliste produit des inégalités, des effets de concentration. Comme le disait Roosevelt, je relis beaucoup Roosevelt pour le moment, c'est que quelque part, il faut protéger le capitalisme des grands capitalistes. Donc ça, on va quelque part rester là-dessus, se dire que la concurrence c'est bon, qu'il y a des effets de rente naturels qui sont créés par le capitalisme qu'il faut pouvoir casser, mais quelque part, c'est pas du tout le même discours qu'on tient par rapport aux petits patrons qui, pour rappel, 80% de l'emploi en Belgique est dans les PME, et là, on doit pouvoir avoir un discours beaucoup plus proche et attractif. Eh bien voilà, merci en tout cas pour cette franche discussion. On se revoit nous le mois prochain dans le bureau d'un autre homme ou femme politique, Olivier. Merci Thomas Dermine. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.